dois vous dire que pour moi, c'est un honneur et un plaisir d'avoir eu cette chance et cette occasion de parler de l'histoire de technique à Nice. Et je remercie beaucoup M. Claude Nigoul de m'avoir donné cette occasion. Pour commencer, je vais préciser ce qu'est l'histoire de technique. Et voilà les définitions qui s'affichent. J'ai choisi celle qui me semble la plus large et la plus complète, celle de l'Encyclopædia Britannica. Je la traduis en français. Donc l'histoire technique, c'est l'histoire des efforts longs et pénibles faits par l'homme pour le contrôle de son environnement, pour son propre bénéfice. C'est comme l'affirme un des grands pères fondateurs, en France il y a eu deux pères fondateurs, Maurice Thomas et Bertrand Gilles, tous les deux professeurs, on aura l'occasion de reparler, mais Bertrand Gilles définit cette discipline, cette nouvelle branche de l'histoire, comme une histoire de longue durée, enchaînée par le monde matériel, disait-il, comme on écrivait jadis l'histoire militaire, par exemple. Pour être un peu plus précis, restreindre un peu le champ, on peut définir cette histoire comme l'histoire des inventions d'outils, des machines, des procédés et de leur transformation en innovation. Je précise ici, pour bien définir les termes, ce qui est invention, c'est la nouveauté, et ce qui est l'innovation, c'est la socialisation de cette invention. Ce sont deux termes qui parfois, on ne les utilise pas d'une manière très exacte. Je suis précisé encore, et vous voyez les deux points sur le tableau, qu'avant d'arriver à cette conception de l'histoire des techniques, aujourd'hui généralement acceptée, il y a eu deux courants qui se sont opposés. Le courant qui voulait promouvoir une histoire technique des techniques, en quelque sorte une sorte de généalogie des techniques. On peut, d'après les modèles des histoires de sciences, surtout des histoires mathématiques, et le deuxième courant, c'est celui d'une histoire externe, une histoire économique, une histoire sociale, une histoire politique des techniques. On va y revenir lors de cette conférence. Je mentionne encore une chose, notamment cette année correspond à un anniversaire, celui d'un demi-siècle depuis la création de la première société académique internationale d'histoire de technique, qui s'appelle ICOTEC, The International Committee for the History of Technology. J'ai eu l'honneur d'être le président à une certaine époque de cette société, et ce demi-siècle d'existence va être un petit peu fêté, notamment il y aura eu un congrès aura lieu cet été à Saint-Étienne, à l'université Saint-Étienne, à l'occasion de l'anniversaire. Cette société d'histoire de technique a été fondée à Paris en 1968 en tant que section scientifique dans le cadre de l'Union internationale d'histoire et philosophie des sciences. C'est un organisme de l'UNESCO et l'ICOTEC a eu deux grands promoteurs. Le professeur Maurice Thomas, qui a été élu secrétaire général de l'ICOTEC et pour lequel on avait créé la même année au Conservatoire national des arts et métiers la première chaire d'histoire de technique en France. Et également un professeur américain, Melvin Kranzberg, qui est le fondateur du plus prestigieux périodique dans cette discipline, la Technology and Culture. On reparlera également de ce périodique. Ma conférence porte donc sur la naissance et l'évolution de l'histoire de technique en Europe. En Europe, je me limite un peu à l'Europe. L'Europe est le berceau de cette jeune discipline académique. Justement, cette conférence porte sur cette création de la discipline et la manière dont elle est arrivée à maturation. D'ailleurs, la technique et son histoire sont partie intégrante de la culture et de la civilisation européenne et se sont développées à partir
de ses racines, le naturalisme et le rationalisme grec d'un côté et la spiritualité judéo-chrétienne de l'autre. C'est en Grèce qu'apparaît l'histoire définie comme enquête portant sur le passé, et c'est le christianisme qui fait de l'homme, doté par Dieu de la liberté, un être responsable qui peut et doit agir. Monsieur Claude Nigoul a bien mis le point sur ce qui est la technique, qui n'est qu'un outil au service de la société, dont l'homme est responsable. Ma conférence porte donc sur une période qui s'étend du Moyen Âge à la fin du XXe siècle. Et elle est organisée, elle est divisée chronologiquement en 4 parties. Du Moyen Âge, le Moyen Âge et la Renaissance, le XVIIIe siècle, la première moitié du XIXe siècle, du milieu du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. C'est un découpage qui correspond justement à la naissance de ces disciplines. Un découpage qu'on ne trouve pas normalement dans les découpages historiques. Donc, on arrive à cette première partie et je veux m'arrêter sur les aspects les plus significatifs concernant la conservation du savoir portant sur les techniques. Parce qu'à partir du XIIe siècle, on assiste en Europe, une Europe fondée sur la chrétienté et la langue latine, à une forte accélération du changement technique. Le réseau des monastères cisterciens, le blason des monastères, les monastères cisterciens jouent un rôle de premier plan. Ils sont non seulement des endroits d'invention et d'innovation, mais également des endroits de préservation du savoir et de la conservation de la mémoire technique. Voilà le plus ancien monastère cistercien, à Cîteaux, créé à la fin du XIe siècle, et puis, lié aussi à mes origines, je vous montre ici le monastère le plus à l'est à l'Europe, le monastère à Kyrtsa, créé tout au début du XIIIe siècle, qui se trouve au centre de la Roumanie. Le XVe siècle est celui de la réalisation d'une invention technique d'une portée sans précédent, l'imprimerie. Voilà le créateur, Gutenberg, et voilà un de ses ateliers d'impression. Elle permettra au siècle suivant, donc au XVIe siècle, de voir l'apparition des premiers ouvrages imprimés consacrés à la technique, des ouvrages qui portent un nom connu par tout le monde, les Theatrum Machinarum, les théâtres de machines. Ces livres, les théâtres de machines, succèdent au carnet d'ingénieurs qui rassemble des informations sur différents métiers, voire professions. Parmi les plus connus cahiers d'ingénieurs sont les cahiers de Léonard da Vinci, également particulièrement bien connus. Parmi les théâtres de machines, les théâtres machinarum, une des plus connues, je la mentionne, vous voyez ici, Georgius Agricola, Bauer de son nom d'origine allemande, et voilà la couverture de la De Re Metallica qui est parue, qui a été publiée en 1556. Mais l'époque de la Renaissance est aussi celle du retour à la vision naturaliste, rationaliste des Grecs, qui renaît de ses cendres. Ceci entraîne la séparation de la philosophie de la théologie, pour qu'ensuite la science se sépare de la philosophie. Et à la fin du XVIe siècle est née la science dite
science galiléenne, appelée bien entendu d'après le nom d'un de ses pionniers. Elle se définit comme connaissance par concept, donc structurée logiquement et validée soit par des procédures expérimentales, soit par des procédures formelles, mathématiques c'est-à-dire. Et elle détermine l'établissement de nouveaux rapports avec les techniques. Le grand Leonardo da Vinci, d'ailleurs, avait prévu, et il affirma, je le cite, « Je cherche la lumière de la science et ses bienfaits. » Des bienfaits certes, mais aussi des profonds bouleversements au niveau des valeurs. L'utile devient critère de vrai et l'expérimentation permet de l'atteindre. La science qui recherche la vérité s'accommode de la technique, qui est une ruse. Techné, ça veut dire aussi ruser. Et dont la principale valeur, je parle de la valeur de la technique, est l'efficacité. Cette promotion de l'efficacité commence malheureusement, et cela depuis cette époque, et ça continue encore une fois malheureusement aujourd'hui, d'écraser les autres valeurs, notamment la déontologie, l'éthique, la morale. Au début du XVIIe siècle, Francis Bacon, bien connu, publie un ouvrage, son livre Novum Organum, dans lequel il précise les règles de la méthode expérimentale. Livre paru en 1624. Et il attire l'attention sur l'utilisation du savoir, notamment au niveau de la technique. Désormais, l'innovation sera aussi provoquée par les opportunités créées par le progrès de la science, et pour les promouvoir, on envisage la création d'établissements spécifiques. C'est toujours Francis Bacon qui décrit dans son pays idéal, The New Atlantis, publié 2 ans plus tard, en 1626, les maisons de Salomon. Ces maisons sont des maisons où habitent et travaillent les scientifiques. Cette vision de créer des cadres pour l'activité des scientifiques est également affirmée en France et soutenue par Descartes. Il plaide notamment pour la mise en place de vastes salles d'exposition où seront présentés des objets et des procédés techniques. Un petit peu plus tard, au milieu du XVIIe siècle, apparaissent les académies des sciences. Première académie de sciences à Londres, en Angleterre, en 1660, et 6 ans plus tard, à Paris, l'Académie des sciences. Elles sont, par contre, précédées par la mise en place, plutôt en Angleterre, certes, par le premier système juridique des brevets, le statut des monopoles, the status of monopolies. L'obtention d'un brevet exige désormais une nouveauté, donc une recherche d'antériorité, qui se rapporte bien évidemment à l'histoire des techniques. Et voilà encore une autre image de l'Académie des sciences, tout à la fin du XVIIe siècle, où elle reçoit le rôle d'examiner les nouveautés techniques. Et ça, c'est un rôle très important de la science lié à la technique. Voilà un petit peu ce que j'ai voulu vous dire sur cette première période où s'ébauche un petit peu une préoccupation
qui porte sur la sauvegarde de la mémoire technique. La deuxième période, c'est celle qui s'étend du XVIIIe siècle qui couvre le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. Et en effet, l'Europe des Lumières est celle de la première moitié du XIXe siècle et aussi celle de la révolution industrielle, qui est ce grand tournant au plan économique et social, tributaire à l'accélération sans précédent du changement technique en Europe. Elle commence en Angleterre et se répand en Europe continentale en traversant la Manche. C'est l'époque où l'intégration de la technique dans la culture européenne émerge suite aux évolutions déjà mentionnées qui ont fait leur apparition dans les siècles précédents, et j'ai mentionné un peu cela. À Paris, sont publiés plusieurs ouvrages célèbres. Le premier qui doit être cité sont les machines approuvées par messieurs de l'Académie des sciences, 6 volumes, qui est une collection des formes, c'est une première forme de publicité des innovations. Et puis, l'ouvrage le plus représentatif du XVIIIe siècle, l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, édité entre 1751 et 1772. L'encyclopédie touche à tous les domaines, art, sciences, philosophie, politique, religion, et souligne ainsi que la technique fait partie intégrante de la culture. Elle s'appelle d'ailleurs encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Voilà les deux grandes protagonistes. Mais la mémoire technique commence à être sauvegardée aussi à travers des objets. Une première collection de machines est constituée à l'Académie des sciences de Paris peu d'années après sa création, quelques décennies. Et notamment, c'est en 1699 qu'est présentée au Louvre une première exposition d'objets techniques. Des collections d'objets techniques vont voir le jour un peu dans d'autres grands pays de l'Europe. Et ils sont connus sous le nom de cabinets. Parfois, ces cabinets sont formés par des modèles réduits de machines dont une première collection significative est réalisée en Suède, à Falun, par l'ingénieur suédois des mines Christopher Pollen. Voilà Christopher Pollen et sa collection d'objets techniques de modèles, qu'il appelle d'ailleurs de nom assez... l'alphabet mécanique. Elle existe encore aujourd'hui, c'est une très très belle collection. Mais le pouvoir politique accorde lui aussi une grande attention au développement technique. Il commence, en fait. La France est en tête. Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, l'érige en politique nationale et lance un appel aux scientifiques pour contribuer à son développement. L'apparition des établissements spécifiquement dédiés à la technique, dont le but n'est pas seulement l'amélioration des techniques exactes, mais aussi leur conservation et la conservation de la mémoire technique. Voilà Vaucanson qui crée au milieu du XVIIIe siècle, en 1750, un établissement connu sous le nom d'Hôtel de Mortagne. C'est un hôtel particulier qui se trouve dans le 11e arrondissement à Paris. Et Vaucanson, comme vous savez, qui était aussi le grand inspecteur des manufactures royales. Cet établissement, l'hôtel de Mortagne, se trouve à l'origine du Conservatoire national des arts et métiers,
créé lui en 1794 et qui devait remplir, comme l'hôtel de Mortan d'ailleurs, 3 tâches: le perfectionnement des machines, l'enseignement de leur utilisation, mais aussi, et c'est important, leur conservation et de garder la mémoire technique, tâche qui est encore celle d'aujourd'hui du Conservatoire des Arts et Métiers. À la même époque, donc, vers la fin du XVIIIe siècle, apparaissent aussi les premiers ouvrages consacrés à l'histoire de technique. Et ça se passe en Allemagne surtout. C'est Johann Beckmann, qui est professeur à l'université de Göttingen, publie entre 1780 et 1805 un ouvrage en plusieurs volumes intitulé « Contribution à l'histoire des inventions ». Et quelques années plus tard, au début du XIXe siècle, un autre professeur de l'université de Tübingen, Johann Heinrich Popp, publie entre 1807 et 1811 une histoire des savoirs jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, la technique, en particulier les machines et la mécanique, bénéficient d'une attention toute particulière, souvent en rapport de ce que j'avais évoqué déjà, par rapport aux offices des brevets qui avaient été créés et à leur législation. Sur le modèle français et anglais des offices de brevets, vont se créer au début du XIXe siècle en Europe, en Prusse, dans l'Empire autrichien, en Italie, en Espagne, en Suède, au Portugal, de tels offices de brevets. Et la majorité des législations de ces offices prévoit l'examen préalable d'antériorité. Or, ça a donné une très forte poussée pour le développement de l'histoire technique et de la sauvegarde de la mémoire technique. Voilà ce que j'ai voulu dire sur cette deuxième période. La troisième, de la deuxième moitié du XIXe siècle à la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la route vers l'établissement en Europe d'une nouvelle discipline, l'histoire de technique, commence à être mieux définie. C'est l'époque où elle s'affirme de plus en plus clairement et se manifeste dans plusieurs cadres, notamment dans la création des grands musées des techniques. On a bien vu déjà le Conservatoire national des arts et métiers, créé tout à la fin du XVIIIe siècle, qui est le premier grand musée d'histoire de technique au monde, suivi par 2 autres musées célèbres, notamment le Science Museum de Londres, créé en 1863 par Bennett Woodcroft. Vous voyez le bâtiment de Science Museum, en bas à droite, la célèbre machine de Watt, machine à vapeur qui est un peu au centre de la révolution industrielle. Et le deuxième musée, le Deutsches Museum de Munich, créé par Oskar von Miller, un ingénieur, et qui marque encore aujourd'hui la muséologie technique d'une manière très, très importante. Mais de tels musées vont être créés assez rapidement au début du XXe siècle, aussi dans d'autres pays, notamment à Vienne, à Prague, et également Vienne et Prague en 1908, mais aussi à Bucarest en 1909, assez tôt pour un pays vu plus tôt comme un pays arriéré, etc. Voilà le musée créé par un grand ingénieur humain, responsable de l'électrification, du début de l'utilisation de l'énergie électrique en Roumanie, Dimitri et Leonida, et le musée de technique de Bucarest.
Mais ce ne sont pas seulement les objets techniques qu'on va essayer de conserver. La sauvegarde du savoir-faire commence aussi à constituer une préoccupation. Par exemple, en France, c'est le célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc qui utilise au milieu du XIXe siècle des savoir-faire anciennes pour la restauration des constructions médiévales. Parmi les nombreux bâtiments restaurés peuvent être cités la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cité de Carcassonne et bien d'autres. Un autre aspect révélateur de la place de l'histoire de technique que l'histoire de technique commence à prendre en Europe à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle est celui de l'enseignement et de la vulgarisation des techniques industrielles. Ainsi, les livres techniques comprennent souvent une large introduction historique. C'est le cas, par exemple, des traités des moteurs thermiques d'Emewitz en France et de Hugo Güllner en Allemagne à la fin du XIXe siècle. Et puis, ce sont les ouvrages des vulgarisations, parmi elles, les plus connus, qui jouissent de prestige certain, sont Les merveilles de l'industrie de Louis Figuier. Voilà Louis Figuier. Je n'ai pas eu une couverture de la publication Les merveilles de l'industrie. C'est un périodique qui apparaissait, dont il était responsable. Mais Louis Figuier a publié donc 4 volumes à Paris entre 1873 et 1876. Et puis il y a également des livres spécialement dédiés à l'histoire de technique. Il s'agit tant de livres qui portent sur des inventions en général que des monographies des différentes branches des techniques. Pour les premiers, on peut citer le livre Introduction à l'histoire des inventions de Franz Rülow. Franz Rülow, c'est un très très grand ingénieur. Le nom le marque. Il est d'origine ouguiano. C'est un Français qui s'est affirmé. Il était professeur à Charlottenburg. Et pour les secondes, je cite par exemple, toujours en Allemagne, l'ouvrage de Ludwig Beck sur les techniques sidérurgiques, publié en 1903, que vous voyez là. Mais une véritable percée de la création d'une histoire de technique telle qu'elle est définie aujourd'hui, je l'ai mentionné, se produit avec la prise en compte de la technique et de son évolution dans les analyses historiques, économiques, sociologiques, politiques, philosophiques. La technique est ainsi intégrée à la culture et l'histoire de technique se trouve un peu au centre de cette approche. Les grandes synthèses philosophiques du XIXe siècle, notamment celles de Auguste Comte et de Marx, Hegel on peut le citer aussi au début, concernent et marquent de leur sceau l'histoire des techniques. Le positivisme et le marxisme ont joué un rôle déterminant. Le positivisme, promu par Auguste Comte, dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui plonge ses racines dans la pensée de Francis Bacon et de d'Alembert, attribue le progrès au développement des sciences dures, des sciences positives, et s'intéresse à l'ensemble du savoir humain qu'il considère unitaire. C'est l'époque où l'on croit que grâce à la science, il ne faut pas oublier, James Maxwell passe par là, déjà on parviendra bientôt à tout expliquer et comprendre. C'est une époque où on croyait que bientôt l'homme arrivera à détenir tous les secrets. La technique est elle-même considérée et vue comme science appliquée. On verra que de nos jours, c'est remis en cause, cette vision.
partiellement du moins. Quant au marxisme, il intègre la technique dans l'analyse économique et l'explication de l'évolution historique. Marx appelle en faveur d'une histoire des organes productifs de l'homme social à l'image un peu de l'histoire naturelle de Darwin. Sa vision a encore pas mal de lacunes et sa vision n'est pas dynamique, elle est statique, elle sera remise en cause et on ne rentre pas dans l'analyse de la manière dont l'histoire technique a été intégrée dans l'analyse philosophique de Marx qui pose des questions. Mais c'est un élève d'Auguste Comte, le sociologue Alfred Victor Espinasse, qui publie à Paris en 1897 un livre appelé « Les origines de la technologie », dans lequel il insiste sur le rôle de l'histoire de technique dans l'analyse historique et sociologique. Dans ce contexte, apparaissent deux figures qui ont un rôle essentiel dans l'établissement de la discipline d'histoire de technique, notamment Paul Mantoux, professeur de l'histoire du travail au Conservatoire national des arts et métiers, qui publie en 1906 son fameux livre « La révolution industrielle au XVIIIe siècle », ayant pour sous-titre « Essai sur le commencement de la grande industrie moderne en Angleterre ». Il introduit le concept bien connu de révolution industrielle. Et c'est à cette même époque, en 1909, que Konrad Matschos devient professeur à la Technische Hochschule de Charlottenburg, où est créée la première chaire d'histoire de technique dans une école d'ingénieurs. Voilà la célèbre Technische Hochschule. Matschos publie aussi deux choses. Le premier périodique en histoire de technique, intitulé « Contribution à l'histoire des techniques et de l'industrie », et un livre, l'histoire de la machine à vapeur, qui n'est pas seulement une histoire technique de la machine à vapeur, mais aussi il intègre sa réflexion sur les impacts sur la société et l'économie de ce moteur. Paul Mantoux et Konrad Matschos, membres du corps professoral des deux des plus prestigieux établissements d'enseignement technique en France et en Allemagne, incarnent les deux racines de l'histoire des techniques, celle issue de l'approche historique et sociologique et celle issue de l'ouverture de la boîte noire de la technique, proche du modèle de l'histoire de sciences, notamment de l'histoire de mathématiques. Ces deux approches sont promues dans le cadre des sociétés savantes qui voient le jour au début du XXe siècle dans plusieurs pays d'Europe. En Allemagne, en 1901, est créée la Société pour l'histoire de la médecine, sciences naturelles et techniques, suivie en 1926 de la Société d'histoire des sciences et des techniques, connue sous le nom de George Agricola, et ensuite, en 1930, la Société des ingénieurs allemands, la VDI, établit dans son cadre une section spécialement dédiée à l'histoire de technique. Les ingénieurs allemands sont très intéressés. D'ailleurs, le Deutsches Museum de Munich est créé par les ingénieurs, essentiellement. Et entre-temps, en Angleterre, va voir le jour, en 1920, la première et la plus ancienne société, et bien entendu la première, qui s'intéresse uniquement à l'histoire des techniques. Voilà le logo de la New Common Society, cette première société d'histoire technique, et ses publications, ces périodiques qui existent encore de nos jours, Transactions. Si en Allemagne, ceux qui s'intéressent à l'histoire technique sont souvent, comme je viens de dire, les ingénieurs, en France, ce sont plutôt les historiens et sociologues
regroupés autour de la revue Annales d'histoire économique et sociale créée à Paris en 1929 par Marcel Bloch et Lucien Febvre. Lucien Febvre et voilà les annales. C'est dans un numéro spécial de la revue Les Annales que Lucien Febvre, en 1935, publie un manifeste pour la création d'une nouvelle branche de l'histoire, l'histoire de technique. Il considère qu'il faut passer par 3 étapes pour créer une histoire de technique. La première est celle de l'élaboration d'une histoire technique des techniques, d'une histoire interne, d'une généalogie de techniques qui est forcément l'œuvre des techniciens. Une deuxième étape, c'est celle de l'histoire des relations entre science et technique, œuvre forcément, elle aussi, des scientifiques et des techniciens, capables d'ouvrir la boîte noire du savoir. Et enfin, la troisième période, qui est celle de l'intégration de ces 2 histoires dans une histoire globale, dans laquelle l'histoire économique, sociale, politique, des connaissances scientifiques soit intégrée. Donc, voilà, on arrive à l'approche d'aujourd'hui, la définition que je donnais quand j'ai commencé à parler de l'histoire de technique. Mais ça reste un projet. Dans les années 30, la création en Europe d'une histoire de technique est fortement stimulée aussi par son développement aux États-Unis. Le livre de Louis Mumford, Technique and Civilizations, qui est paru en 1934, connaît un très grand succès en Europe. Ce livre met en avant 2 techniques dominantes, l'énergie d'un côté et les matériaux de l'autre. Et il propose un découpage de l'histoire dans 3 grandes périodes qu'il appelle éo, paléo et néotechnique. Donc, il divise, il découpe l'histoire en fonction de l'état des techniques. Éo, par exemple, ce sont les énergies naturelles et le bois. Paléo, la fonte et l'énergie thermique vapeur. Néo, l'électricité et les aciers alliés. Les philosophes de la première moitié du XXe siècle sont eux aussi, comme leurs homologues des siècles précédents, concernés par la technique et son évolution. Et ici, je mentionne un seul, peut-être le plus connu, Oskar Spengler, qui, en 1931, publie « L'homme et la technique », un livre dans lequel la technique, vue comme expression de la volonté faustienne de puissance propre à la culture occidentale, est suivie de son évolution. Spengler considère que dans le stade du développement dans lequel la technique est arrivée, l'homme devient esclave de la machine et la technique est cause du désastre écologique. Voilà, déjà, on tire un signal d'alarme à cette époque-là. On arrive ainsi à la dernière, la 4e période chronologiquement parlant, qui est celle d'après la Seconde Guerre mondiale. C'est dans cette période que l'histoire de technique en Europe s'affirme académiquement. Le nouveau statut qu'elle acquiert est dû aux universitaires et aux chercheurs européens et à leur collaboration avec leurs homologues des États-Unis, et ces derniers jouent désormais un rôle majeur dans le développement de la discipline. Si jusqu'à maintenant l'Europe était en tête, après la Seconde Guerre, comme dans d'autres domaines, l'Europe aussi, dans le domaine de l'histoire technique, passe en second plan. Il se trouve en première ligne les Américains, et voilà, j'ai mentionné tout au début, le périodique le plus connu, Technology and Culture, qui est donc le périodique de la société américaine SHOT, The American Society for History of Technology.
Parmi ceux qui jouent un rôle important en Europe dans cette période, et notamment qui vont mener à la maturisation, à la reconnaissance académique de cette discipline, il faut citer tout d'abord en Angleterre. L'Angleterre a été toujours un peu à la tête du mouvement. La révolution industrielle s'est produite en Angleterre. On verra l'archéologie industrielle tout à l'heure, ici là-bas. Voilà, c'est Charles Joseph Singer qui est le premier président de la British Society for the History of Science et de l'Union internationale d'histoire et philosophie des sciences, et sous la direction duquel va être publié le plus prestigieux traité d'histoire des techniques. Voilà, ici ce sont les 5 premiers, en fait il y en a 7 aujourd'hui de volumes, de A History of Technology, qui ont été publiés à Oxford en 5 volumes. Il y a 2 volumes qui sont rajoutés ultérieurement à la fin des années 70. Il faut citer en France, en Angleterre aussi, il faut citer, Rupert Hall, professeur à Imperial College à Londres. En France, Maurice Thomas, vous avez vu son image, et voilà son traité, le traité reconnu, qui est l'œuvre de base en histoire technique encore en France, l'histoire générale des techniques, paru en 5 volumes au PUF entre 62 et 78. Et également, il faut citer Bertrand Gilles, il a été mentionné également, avec son l'histoire des techniques dans la Pléiade, qui est paru en 1978 également. Et il faut rappeler encore en Allemagne Friedrich Klemm, le directeur de la bibliothèque et du centre de recherche en histoire des sciences et techniques du Deutsches Museum et professeur à l'université de Munich. Il a publié lui aussi des œuvres de référence, je ne les cite plus. Il y a eu aussi beaucoup d'autres professeurs dans de nombreuses écoles d'ingénieurs et universités dans des pays européens qui ont contribué. La liste est assez longue, je ne les cite pas. Je mentionne simplement une autre chose qui est importante pour l'histoire technique, et le fait qu'en Angleterre, à cette époque-là, est née aussi une branche et une discipline qu'on appelle archéologie industrielle, parent proche de l'histoire de technique, qui étudie le patrimoine industriel et s'occupe de sa protection et mise en valeur. Et Kenneth Hudson ouvre la voie en créant en 1963 le périodique The Journal of Industrial Archaeology. En 1967, vous voyez là sur cette image le Ironbridge Museum à Coalbrookdale, qui est cet endroit, ce centre un peu mythique de la révolution industrielle, où on trouve le premier fournal qui produit la fonte au coke, où est installée la première machine à vapeur de Newcomen, etc. Et ce centre, vous avez une vue d'ensemble, et le premier pont en fer, d'où le nom de Ironbridge. En France, en Belgique et dans d'autres pays européens, on emboîte le pas, on commence à se préoccuper, et juste peut-être pour l'anecdote, en France aussi, c'est Maurice Thomas. Les historiens de technique jouent un rôle très important, c'est eux qui prennent le flambeau, mais en France, il y a eu, je dirais, presque une petite catastrophe. Le mouvement de l'archéologie industrielle a démarré au moment où on a démoli, on a détruit la machine de Marly. Vous savez que la machine de Marly a été cette célèbre machine qui se trouvait sur la Seine et qui alimentait en haut le château de Marly et le château de Versailles. Et elle a fonctionné tantôt bien, souvent en arrêt tout au long du XVIIIe siècle. Elle a été créée en 1682.
Au début du 19e siècle, on lui a ajouté quelques machines à vapeur. Et puis, pratiquement, elle n'a plus fonctionné depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Mais elle était toujours là. Et c'était un site d'une importance absolument extraordinaire. Et les spéculations immobilières ont fait que cette machine a été démolie à la fin des années 1960. Ça a créé un petit scandale et ça a boosté la création de l'histoire de l'archéologie industrielle en France. Et voilà le premier ouvrage créé par Maurice Domas, l'archéologie industrielle en France, qui lance ce mouvement. Il est aussi, Domas, un des fondateurs de la Société française d'archéologie industrielle, le SILAC, en 1978. Je mentionne également le fort développement de la muséologie technique. Après la Seconde Guerre mondiale, à côté de grands musées, on crée des musées spécifiques de l'automobile, des mines, de l'aviation, etc. Et on crée aussi un musée spécifique sur le modèle des musées créés aux États-Unis, les écomusées, dont un très célèbre en France, je le cite, créé dans les années 70, l'écomusée du Creusot, Monceau-les-Mines. Et tout ceci dans le cadre d'une action pour la promotion de la culture scientifique et technique. Après la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas si j'ai encore... Je vais vous dire ça. Voilà. Très brièvement. 5 minutes. Bon, j'essaierai de faire très rapidement. Je vais passer sur les parties un peu trucs. Je cite seulement alors les domaines, la problématique, les problèmes débattus après la Deuxième Guerre mondiale qui portent sur la définition et l'identité de la discipline, notamment, encore une fois, on arrive à tirer des conclusions sur ce rapport histoire technique, histoire interne, histoire externe, les aspects conceptuels et liés à la méthodologie. Je regrette, j'aurai plus le temps de développer. Les relations de la technique au cours de l'histoire avec les sciences, l'économie, la société, la politique, l'environnement, la philosophie, les croyances, les idéologies, la sauvegarde de la mémoire technique, notamment la muséologie des techniques, l'archéologie industrielle, les archives, les relations avec d'autres disciplines qui lui sont proches, l'anthropologie, droit de propriété industrielle, prospective, l'histoire technique a un rôle essentiel dans la prospective, la place de l'histoire de technique dans la culture, la recherche, l'enseignement et son organisation. J'aurais voulu m'arrêter brièvement sur quelques points, je ne les fais plus, je vous passe simplement en revue, voilà, histoire interne, je pointais un certain nombre de choses et j'ai mentionné surtout la manière dont un professeur d'économie de la Business School of Economics de Harvard, Harvey Brooks, définit un peu, il parle à l'intérieur du système technique d'un rationalisme interne diffus, des relations entre les techniques à l'intérieur du système technique, et puis d'un déterminisme lâche qui lie le système technique aux autres systèmes qui lui sont contemporains, le système économique, le système social, etc. Ça s'est construit un petit peu sur le modèle biologique. Les aspects conceptuels, la notion du système technique définie comme l'ensemble des structures simples et complexes et des filières existant à une époque donnée, cohérentes et compatibles les unes avec les autres, la notion de complexe technique, etc., le changement technique. Donc, il y a ce débat. Certains considèrent qu'il y a des ruptures dans l'évolution, d'autres considèrent qu'il y a une continuité. Maurice Domas considérait qu'il y avait une continuité et qu'il y a simplement un point d'inflexion au moment où, au XVIIIe siècle, il y a eu la révolution industrielle. Depuis le néolithique à nos jours, il y a un seul point d'inflexion au XVIIIe siècle et ce point a également une continuité. C'est sur une parabole que l'évolution se fait.
Il y a ensuite la périodisation en histoire technique. Maurice Domas met en évidence notamment 5 systèmes techniques, vous les voyez. Le primitif des origines néolithiques, archaïque néolithique au Xe siècle, le système traditionnel, le système classique du milieu du XVIIIe siècle, la révolution industrielle, et enfin le système de nos jours après la Seconde Guerre mondiale. Domas considère d'ailleurs qu'il n'y a pas de révolution technique, il y a révolution industrielle, c'est-à-dire les retombées de l'accélération du changement technique au niveau économique et social. D'autres contestent en disant qu'il y a des ruptures à la fin du XIXe siècle, celles de nos jours liées à l'informatique, etc. Les relations système-technique avec les autres systèmes, les sciences, l'économie, la société. Voilà quelques livres, les relations sciences-techniques, le rôle de Schumpeter au niveau de la relation entre le système technique et le système économique. Business Cycle de Schumpeter joue un rôle très important, mais par la suite également, François Caron, le professeur François Caron, le grand professeur de l'économie, il considère qu'on ne peut pas séparer le système technique du système économique. Il propose un modèle qui est défini comme système technique et système économique regardés comme un ensemble. Là, c'est une approche... J'ai eu l'honneur de collaborer avec tous ces grands professeurs français. Et au niveau, voilà le système technique, système social, la dynamique de l'innovation, dans tout ce processus-là qui va de la recherche en passant par l'invention à l'innovation et puis au développement, qui couvre toute la... C'est un long débat. Mais encore un mot sur les philosophes pour terminer. Voilà Martin Heidegger avec ce texte de référence, la question de la technique, qui est d'une importance capitale et qui considère que le rapport de l'homme moderne, que la technique aujourd'hui, Heidegger l'a définie comme la métaphysique de notre temps. Et puis également les livres d'un grand philosophe de la technique, Jacques Ellul, qui publie plusieurs livres, La technique et l'enjeu du siècle, Le système technicien, et puis le bluff technologique, je remets ça, et je donne un dernier diapo, André Leroi-Gourhan, L'homme et la matière et l'évolution des techniques. Et permettez-moi juste encore un mot en conclusion pour vous dire que je souhaite rappeler que l'histoire de technique est appelée à jouer un rôle important dans le processus de l'analyse de l'évolution de notre monde qui se déroule dans un rythme de plus en plus accéléré et dans une interdépendance accrue. Le passage ces dernières décennies de la société industrielle à la société de l'information en est un des aspects. Les crises que nous traversons, crises financières, économiques, énergétiques, d'environnement, ne sont que le prélude et les composantes d'une crise de système avec une dimension morale importante. L'histoire de technique joue un rôle au niveau de l'évaluation et de la prévision technologique. Elle rappelle fort utilement que l'approche exploratoire utilisée dans la prospective ne peut pas être réduite à une simple extrapolation des tendances antérieures. Cette approche doit prendre en considération les multiples interactions qui existent entre les diverses techniques à l'intérieur du système technique et entre celle-ci et tous les autres systèmes. Elle rappelle aussi que l'accélération continuelle du changement fait que celui-ci devienne une variable essentielle d'évolution technologique et qu'en conséquence, il est difficile de savoir ce qui est cause et ce qui est effet. Qu'il s'agisse des choix technologiques, économiques, financiers, sociaux, politiques, je suis convaincu que la seule voie pour éviter l'impasse ou sortir de celui-ci est le respect des valeurs et de leur correcte hiérarchisation. L'efficacité doit cesser de dominer l'éthique. Je vous remercie.